Bonsoir tous, je vous remercie d'être tous si exacts. Nous avons ce soir le plaisir d'accueillir Madame Diane Roussel, ancienne élève de l'École normale supérieure et élève à l'Université de Paris 13, vétaneuse de Monsieur Robert Mouchabé. Elle a travaillé particulièrement sur les problèmes de violence dans la société au XVIe siècle et elle va nous resituer Paris comme contexte social à cette époque. Merci. Il faudra me dire si je manie convenablement le micro. Alors, je vous remercie beaucoup, Madame Albigès, pour votre accueil. Merci à vous tous. Alors, ce que je vais vous présenter ici est une sorte d'aperçu d'un travail universitaire, mon travail de doctorat. Peut-être pour le resituer, dire qu'à l'origine, il m'intéressait de parler de travailler sur Paris au XVIe siècle, puisqu'assez bizarrement, la capitale est assez peu connue pour le début des temps modernes, si ce n'est sous l'angle politique et religieux, qui là pour le coup est extrêmement, enfin en tout cas relativement bien exploré. Et l'impression que j'avais, c'était que ce siècle de bruit et de fureur des guerres de religion semblait en quelque sorte finalement écraser les perspectives d'une histoire qui serait davantage sociale et culturelle de la capitale au XVIe siècle. Alors pour tout vous dire, même à l'origine de mon projet, lorsque j'ai débuté il y a nombreuses années maintenant ce travail de thèse, mon désir très très vif, c'était de travailler sur la culture populaire, dans la lignée des travaux de mon maître, et travailler sur la culture populaire et de rechercher les spécificités et les mutations de la culture dans cet espace spécifique qu'est la capitale. Et c'est cette quête qui a déterminé le choix des sources que j'ai utilisées, puisque quand on fait de l'histoire, surtout à des époques reculées, c'est toujours les sources qui déterminent finalement son angle d'attaque. Et faute de sources directes suffisamment abondantes, ce sont les archives judiciaires, criminelles, et donc les sources du désordre qu'il m'a fallu aborder pour essayer de retrouver à travers elles l'ordre à partir du désordre. Et puis surtout, sont des sources extraordinaires, vous le verrez, parce qu'elles permettent d'obtenir une proximité très très grande avec le quotidien des Parisiens de l'époque. Donc j'insiste un peu là-dessus parce que c'est vrai que ce sont les sources qui ont précisé les contours du travail tel qu'il s'est présenté à la fin de ma thèse. Alors, le titre que j'avais proposé est le suivant: Paris est-elle la capitale du crime ? Mais avant d'interroger ce lieu commun sulfureux selon lequel Paris serait et quasiment de tout temps, de toute éternité, une sorte de gigantesque coupe-gorge et la véritable capitale du crime, je vous propose tout d'abord de faire une petite promenade dans le Paris du XVIe siècle, puisque pour ceux qui n'en seraient pas familiers, il est très différent du nôtre. Alors, pour commencer, je citerai peut-être ces quelques lignes de Montaigne lorsqu'il parle de Paris au XVIe siècle. Montaigne, pour lequel, et comme pour beaucoup d'autres, Paris n'est pas une ville comme les autres. Et c'est vrai que c'est souvent au registre du sentiment que l'on emprunte pour évoquer cette ville tout à fait extraordinaire. Cette ville que Montaigne disait aimer tendrement jusque à ses verrues et à ses taches. La formule est célèbre, elle reste très très belle. Il continue: j'y ai vu depuis d'autres villes belles. Plus la beauté de celle-ci peut et gagne sur mon affection. Je l'aime par elle-même, et plus sans son seul être que rechargée de pompes étrangères. Je l'aime tendrement jusque à ses verrues et à ses taches. Je ne suis français que par cette grande cité, grande en peuple, grande en félicité de son assiette, mais surtout grande et incomparable en variété, diversité de commodités, la gloire de la France et l'un des plus nobles ornements du monde. Belle déclaration d'amour. Et c'est vrai que lorsqu'on s'aventure dans les textes littéraires, on voit que Paris est l'enjeu de passion, suscite des clichés souvent les plus extrêmes. Alors, si nous étions
un campagnard qui s'aventurerait dans les rues de Paris au début du XVIe siècle, nous serions assurément tout à fait ébahis. C'est le cliché redondant de la littérature de la fin du Moyen-Âge. Pardon. Et le nigaud des champs s'extasie nécessairement dès lors qu'il met les pieds sur le pavé de la capitale, dans la farce du XVe siècle et encore au XVIe siècle. Qu'il fait beau en si gros village, que Paris, c'est un très beau lieu, qu'il y a de chevaux, mon Dieu, et aussi des gens par les rues. Haro, que les maisons sont drues. Ah, il y en a plus de 1000. Alors ce lieu commun de l'ébahissement n'est pas propre au seul rustique de la farce, mais pour les hommes cultivés comme le cosmographe André Tévet en 1575, qui pourtant a parcouru le monde entier, de l'Orient jusqu'au Brésil, Paris suscite un sentiment tout à fait unique. Il faut dire que les représentations de la ville au XVIe siècle ont largement changé et que, alors qu'au Moyen-Âge, on considérait que la ville était une sorte d'organisme un peu anormal, l'humanisme attribue une conception désormais de plus en plus positive à l'urbain qui devient finalement une sorte de canon idéal. Et dans la conception humaniste du périple initiatique de la Renaissance, Paris constitue un passage obligé pour les voyageurs européens qui nous ont laissé du coup des traces très nombreuses. Ces érudits italiens surtout, mais aussi du nord de l'Europe, qui, inspirés par leurs nombreuses lectures, construisent un certain nombre de discours très souvent hyperboliques et très très stéréotypés. Ils ont les mêmes lectures, qu'ils soient italiens ou qu'ils soient hollandais, qui célèbrent la suprématie de la ville, parée des vertus idéales de la cité antique. Alors, je ne rentrerai pas tellement dans les détails, mais c'est cette grande vogue des éloges des villes, et en particulier des éloges de Paris, reprennent des éléments très classiques. Paris est bien plus ancienne que Rome, ses fondateurs sont absolument mythiques, évidemment. Son hégémonie est totale, mais il est vrai que Paris occupe une place particulière dans ce flot littéraire, puisque c'est celle qui domine toutes les autres. Et vous vous souvenez de la formule célèbre qu'aurait prononcée Charles Quint en mettant les pieds à Paris en 1540 : Paris n'est pas une ville, non urbs, sed urbis. Et cette formule qu'aura reprise par la suite, très largement à son avantage, l'idéologie monarchique, surtout avec le retour de la monarchie à Paris en 1528, lorsque François Ier décide d'y installer à nouveau, en tout cas de plus en plus, sa cour. Alors cet enjeu idéologique, évidemment, est extrêmement important. Il le sera aussi pendant la Ligue, où Paris redeviendra la nouvelle Jérusalem dans ces années de troubles. Mais ce qui marque beaucoup également les voyageurs lorsqu'ils relatent leur périple à Paris, c'est évidemment le poids démographique de la ville. Et même pour les Italiens qui sont habitués quand même à un monde urbain très développé, Paris les étonne et les surprend. Alors évidemment, compter le nombre des habitants relève de l'exercice classique de tout bon voyageur qui relate son voyage. Les chiffres sont tous plus extravagants les uns que les autres, mais ce qu'il faut retenir, c'est non pas l'inexactitude chiffrée de la chose, mais surtout cette fascination pour la vitalité démographique et le fait que, véritablement, pour les voyageurs étrangers, Paris occupe une place prééminente. Alors, les démographes peinent à donner des estimations de la population parisienne au XVIe siècle parce que les registres paroissiaux, vous le savez, ont disparu à de multiples occasions, mais en particulier lors de l'incendie de l'hôtel de ville pendant la Commune. Mais néanmoins, les estimations que Jean-Jacques Arp puis Jean-Pierre Bablon ont pu proposer, pour vous donner un chiffre, aux alentours de 300-350 000 habitants dans les années 1550. Donc, Paris serait, avec une population telle que celle-ci, la première ville d'Occident, et devant Constantinople même, Paris regrouperait 2% de la population du royaume. Donc voilà, donc un Français sur 50 serait parisien. Donc c'est vraiment un organisme urbain géant, une véritable corne d'abondance. Alors là aussi, les voyageurs reprennent cette vieille tradition des cris de Paris
On essaye d'énumérer le nombre d'échoppes de cordonniers, le nombre de vaches qui circulent dans la ville et qu'on abat dans les abattoirs, le nombre de boucheries, de jeux de paume, d'églises, de chapelles, de collèges, d'écoliers, de places de marché, de cordonniers, etc. Là encore, c'est une tradition littéraire qui donne un peu le tournis et qui donne tellement le tournis que finalement on a aussi l'impression que sous l'éloge érudit perce une certaine inquiétude de ces voyageurs, puisque Paris est une sorte de gigantesque ventre qui engloutit des quantités phénoménales de nourriture, de vin, de bois. Et l'italien Lippomano, par exemple, lorsqu'il décrit les marchés parisiens, dit « Chaque fois, il y en a une si grande quantité de marchandises qu'on la croirait suffisante pour bien du temps. Toutefois, ce qui est apporté pour un marché ne paraît jamais dans l'autre, et en un peu plus de 2 heures, tout est vendu. » Donc, Paris est à la fois une matrice généreuse, et elle est aussi représentée souvent sous les traits d'une femme extrêmement généreuse, mais elle est aussi une sorte de ventre avide qui avale à des vitesses vertigineuses. Et finalement, l'abondance et l'effervescence qui est décrite dans les textes littéraires laisse place souvent aussi à au sentiment d'une démesure un peu inquiétante, un peu anormale, et finalement de profusion à chaos et à désordre, il n'y a qu'un pas. Néanmoins, ce qui constitue l'essentiel des descriptions par les voyageurs, lorsqu'ils décrivent leur séjour à Paris, reprend un schéma très classique, puisque l'essentiel de ces voyageurs, on le sait pour certains d'entre eux, parcouraient Paris avec à la main les premiers guides touristiques, et certainement La Fleur des Antiquités de Gilles de Corrozet, qui est paru pour la première fois en 1533. Et donc leur première approche de la ville est largement modelée par leur expérience de la ville, largement modelée évidemment par leur lecture et par ces espèces de premiers guides touristiques tels que les spécialistes les appellent. Et ils dressent une topographie de Paris qui est surtout une espèce de succession, d'accumulation et d'amas de monuments, une espèce de description complètement vide de population. Alors si on vous dit qu'il y a beaucoup de monde, mais en attendant, lorsqu'on décrit la ville, les bâtiments les plus somptueux sont décrits les uns à la suite des autres, et selon un schéma qui reprend aussi les représentations figurées de Paris de l'époque, puisque le plan le guide La Fleur des Antiquités de Gilles de Corrozet est accompagné d'un des premiers plans de Paris. Et en particulier, ce plan que vous connaissez certainement, qui est très célèbre, c'est le plan de Truchet et Wayot, qui, celui-ci accompagne l'édition de Corrozet de 1550. Donc le plan de Truchet et Wayot, ou plan dit de Bâle, qui date donc du début des années 1550, mais qui représente la réalité de Paris quelques années avant. Alors, vous serez peut-être surpris par le dispositif cartographique un peu singulier de ce plan. C'est donc, comme on les faisait à l'époque, une vue d'ensemble, une vue à vol d'oiseau, avec une représentation, on accentue très largement les choses. Je vais vous montrer sur le plan de Braun de 1572, où le dispositif est le même. Une représentation symétrique, harmonieuse. On garde toujours à l'esprit cette correspondance entre le macrocosme et le microcosme, et donc l'harmonie de la ville, sa forme extrêmement ronde, est un argument en faveur de Paris, ce tout petit monde, finalement, qu'est Paris, enfin ce monde en miniature. La Seine constitue donc cet axe vertical qui partage la ville en deux, donc la rive droite à gauche et notre rive gauche à droite. Selon Francesco Dierni en 1596, pour faire le tour de Paris par les fossés, par les murailles, il fallait 2 heures, 3 quarts à 3 heures, si on faisait le tour de Paris. Alors, vous voyez, cette forme concentrique, elle est effectivement renforcée par le dispositif défensif qui est encore très important au XVIe siècle. Les armées ennemies ont pu s'approcher de la ville et la question du financement des murailles est un casse-tête permanent d'édiles de l'hôtel de ville. Et dans ce dispositif, les murailles renforcent bien le déséquilibre de développement entre les deux rives, puisque vous le voyez très nettement, la rive gauche est ceinturée, est encore contenue dans la vieille enceinte de Philippe Auguste, tandis que la rive droite s'est largement développée, a doublé,
et elle est désormais délimitée par l'enceinte de Charles V. Donc une dissymétrie très nette et renforcée par la description, la représentation cartographique. Alors, lorsqu'on décrit Paris au XVIe siècle également, très classiquement, les voyageurs, et c'est ce qui est mis en valeur par ces cartes, adoptent une conception tripartite de Paris, en distinguant d'une part la cité, d'autre part la ville, c'est-à-dire la rive droite, et d'autre part l'université. Alors, je vais essayer de zoomer un petit peu peut-être pour vous montrer les choses, mais malheureusement mon image n'est pas de très grande qualité. Voilà. Alors, l'île de la Cité, tout d'abord, donc évidemment le cœur géographique et politique de Paris. Je ne m'étendrai pas, vous connaissez la surabondance des lieux hautement symboliques et hautement importants qui se trouvent sur l'île de la Cité, entre... je pense que vous voyez. J'ai toute petite, moi, la flèche. Ah bon, est-ce que... Ah oui, avec la main, vous la voyez? Voilà. Alors, le palais qui évidemment occupe cette partie-ci de l'île, qui contient, alors je la vois mal ici, la Sainte-Chapelle, ici normalement, la conciergerie évidemment, à l'autre bout de l'île, la cathédrale et puis le cloître, puisque l'île de la Cité concentre certainement quasiment un quart de la population ecclésiastique de la capitale à l'époque. L'île de la Cité est un carrefour de circulation extrêmement problématique, puisque pour passer d'une rive à l'autre, encore au milieu du XVIe siècle, il n'existe que 4 ponts. Le pont Notre-Dame qui se trouve ici, alors vous le voyez représenté, il est extrêmement régulier. Effectivement, le pont Notre-Dame s'est écroulé en 1499, entraînant avec lui plusieurs personnes. L'hôtel de ville a été mis en cause dans cette affaire-ci et a dû reconstruire ce pont. C'est vraiment le premier projet urbanistique complet et pensé de manière uniforme à Paris, puisque toutes les maisons sont identiques sur ce pont. C'est encore un pont avec des maisons, comme dans la tradition médiévale, mais toutes les maisons sont identiques. Un peu plus bas se trouve le pont au Change, où se trouvent les orfèvres en particulier. Le tout petit pont ici, le pont au Meunier, n'est pas un pont de circulation, c'est un très frêle pont en bois sur lequel se trouvent un certain nombre de moulins, comme son nom l'indique. De l'autre côté, pour se rendre sur la rive gauche, le petit pont qui se trouve ici, qui relie l'Hôtel-Dieu avec la rive gauche, et puis le pont Saint-Michel qui se trouve ici. Le pont Neuf n'existe pas encore, on va le voir apparaître très bientôt, mais vous le voyez, l'île de la Cité est un cœur engorgé, très engorgé, si l'on tient compte de la circulation à l'intérieur de la capitale. Là, le deuxième ensemble de Paris, mais je ne vais peut-être pas m'y étendre, puisqu'on va favoriser, pour notre cas, la rive gauche, un peu de chauvinisme bien placé. Alors, la rive droite, donc on appelle la ville à l'époque, et toutefois, il faut bien le reconnaître, l'ensemble à la fois le plus vaste de la ville, et surtout économiquement celui qui a le plus de poids, puisque c'est là que se trouve l'essentiel des fonctions économiques. Pensez au boucher de Saint-Jacques-de-la-Boucherie, ici à l'embouchure des ponts et du Châtelet. Songez aux halles qu'on voit ici, hein, ce grand triangle ici. Songez surtout à la Grève, au port de Grève, qui s'étend sur des berges plus ou moins stabilisées au cours du XVIe siècle, où débarquent le bois, le vin, etc. Les demeures aristocratiques également y sont nombreuses. Simplement vous signaler la rue Saint-Antoine ici, et puis l'ancien hôtel des Tournelles qui s'y trouve encore. Tandis que c'est au cours du XVIe siècle, mais surtout
surtout plus tard, que le quartier du Louvre va être réaménagé, puis se développer avec les Tuileries, bien entendu. Alors, intéressons-nous donc à la rive gauche. Voilà. Pas zoomer tellement davantage. Qu'on appelle donc à l'époque l'université, puisqu'effectivement c'est l'essentiel de sa fonction. Cette rive gauche qui est le domaine des couvents et des collèges, qui s'étend de part et d'autre de la rue Saint-Jacques, qui la traverse, qui est une véritable artère passante. C'est le quartier latin des écoliers et des imprimeurs, avec, vous la reconnaissez, la place Maubert ici, où viennent, disent les textes et la tradition, rouler les écoliers depuis le haut de la montagne Sainte-Geneviève, une fois qu'ils ont bien lu. Les descriptions, j'imagine que vous les connaissez, elles sont restées assez fameuses, des conditions de vie dans les collèges de la rive gauche au XVIe siècle, restituent certainement un quotidien assez exécrable, voire horrible. Simplement pour vous le rappeler, l'étudiant hollandais Arnold von Buchel, qui séjourne au collège de Montaigu en 1585-1586, dit de ce collège de Montaigu que l'on croirait plutôt voir une prison faite pour le supplice qu'un établissement d'instruction. Et il fait écho ici à ce que disait déjà Erasme de ce terrible collège qui lui avait laissé un souvenir assez affreux. Alors, l'université concentre également les grands lieux spirituels de la capitale, de la puissante faculté de théologie de la Sorbonne, jusqu'au couvent des Jacobins et des Cordeliers, l'hôtel des abbés de Cluny, etc. Donc un espace dont les fonctions sont relativement centrées sur celles que je viens de vous décrire. Alors donc, un premier ensemble, la cité, la ville, l'université. Un autre ensemble qui, moi, me tient à cœur parce que c'est en particulier sur cet espace que j'ai travaillé, ce sont les faubourgs. Alors, les voyageurs étrangers n'en parlent pas. Hein, de toute façon, un faubourg, qu'est-ce que ça a d'intéressant? On sait bien que c'est là que l'on rejette toutes les immondices, quelles qu'elles soient, de la ville. À la rigueur, les voyageurs étrangers vont-ils pousser jusqu'à Saint-Denis? Parce que quand même, il y a un certain nombre de choses remarquables à y voir. Ils poussent également parfois jusqu'à Saint-Germain-des-Prés, qui se trouve donc, que vous voyez donc ici, et dont voici un détail du plan de Truchet et Hoyot. Saint-Germain-des-Prés, qui est évidemment un faubourg très fameux à l'époque, en particulier pour la foire qui se trouve ici, qui se tient tous les 2 ans en fonction des aléas politiques, mais qui attire énormément de monde, y compris les princes. Vous le voyez, peut-être en dire 2 ou 3 mots, ce faubourg de Saint-Germain-des-Prés, il est assez particulier parce que contrairement aux autres faubourgs, type le faubourg Saint-Jacques, qui est finalement une sorte de faubourg-rue, hein, qui se prolonge à l'extérieur de Paris, Saint-Germain-des-Prés est un bourg médiéval du XIIIe siècle qui s'est construit autour de l'abbaye, dont on voit ici encore qu'elle est encore en partie fortifiée. Hein. Et donc un bourg qui s'est construit autour de l'abbaye à partir du XIIIe siècle et qui s'est développé vers Paris, à tel point qu'effectivement au XVIe siècle, il existe une rupture topographique urbaine très très forte. C'est celle des murailles ici. On passe par la porte Saint-Michel et la porte de Bussy. Les fossés remplis d'eau sont également très importants. Vous reconnaissez ici la tour de Nesle. Mais la densification, l'urbanisation et la densification du bâti au cours du XVIe siècle font que finalement le faubourg Saint-Germain-des-Prés se rapproche de plus en plus de la capitale et réclame de plus en plus à en faire partie. Avec des choses un peu parfois contradictoires, mais c'est le sentiment qu'ont les habitants de Saint-Germain-des-Prés, d'être à la fois à l'extérieur, mais aussi d'être de plus en plus inclus dans la capitale. C'est, selon les spécialistes de Paris, la croissance du faubourg Saint-Germain, c'est certainement un des phénomènes urbains les plus importants au XVIe siècle, puisque la croissance a été très forte à Paris, et le faubourg en particulier a pris énormément de cette croissance extraordinaire, malgré pourtant toutes les destructions des guerres civiles,
puisque le faubourg en particulier a été occupé par les troupes au moment du siège de Paris à la fin du XVIe siècle. Alors, ce que montre également un plan plus tardif, alors j'ai choisi de vous montrer ici le plan de Quesnel, qui date de 1609. Alors il est assez intéressant parce que vous voyez aussi comment, en termes de représentation cartographique et du coup de représentation intellectuelle, on a complètement changé de mode. Ce plan du début du XVIIe siècle est fondé, comme d'autres, sur des relevés nouveaux. Il adopte ici un angle de vue tout à fait inédit, et on voit comment progresse l'esprit géométrique et comment est abandonné ce qui faisait certainement tout le charme du plan de Truchet et Hoyot, par exemple. On voyait toutes ces petites maisons représentées les unes à côté des autres. Mais donc, ici, l'esprit géométrique qui l'emporte, avec des préoccupations militaires qui sont assez évidentes aussi dans ces représentations. Alors, on va peut-être observer, ne serait-ce que rapidement, à la fois par rapport au plan précédent, la densification du bâti intramuros. Sur la rive droite, c'était en particulier tout ce qu'on appelait les coutures qui se trouvaient aux marges des espaces à l'intérieur des enceintes, qui étaient encore des zones de bâti très lâches, où il y avait beaucoup de jardins. Au début du XVIIe siècle, toutes ces zones-là sont remplies de maisons. Vous observez également la croissance très très forte des faubourgs, Saint-Victor ici, et le faubourg Saint-Germain, qui connaît une croissance tout à fait spectaculaire. Le début du XVIIe siècle reprend la phase d'accélération de la construction d'hôtels particuliers, puisque Saint-Germain-des-Prés devient véritablement un lieu à la mode, et on y construit de plus en plus d'hôtels particuliers qui constituent une sorte de miroir avec le développement lui aussi très majestueux du Louvre sur l'autre côté de la rive parisienne. Et puis vous remarquerez également que désormais le Pont Neuf apparaît, ce Pont Neuf qui a été construit pendant longtemps, qui est achevé, je ne l'ai plus noté, et je ne sais plus, j'allais dire 1609, mais 1609, oui. Qui se trouve ici. Alors la statue équestre, manifestement, est déjà là, hein, celle qui vient parachever toute la magnificence de ce nouveau pont sans construction, avec des trottoirs, avec une grande régularité, donc quelque chose de complètement nouveau si on compare aux ponts encore complètement médiévaux du centre de la ville. Vous observez également qu'existe également désormais la place des Vosges, et puis je l'oubliais aussi, évidemment, qui complète le dispositif du Pont Neuf, la place Dauphine, qui est très nettement découpée ici. Alors, il faudrait désormais, une fois qu'on a vu de haut, hein, un peu à vol d'oiseau, descendre un petit peu dans ces rues. Je m'étendrai peut-être pas tellement parce que ce sont des choses qui sont certainement davantage connues et qui relèvent vraiment du cliché des embarras des rues, qui deviendront un thème littéraire très très en vogue à partir du XVIIe et surtout au XVIIIe siècle. Et finalement, les expériences du piéton étranger, telles qu'ils nous les rapportent dans leur récit de voyage, sont des choses assez intéressantes, assez cocasses aussi, mais qui sont bien connues. Ce qu'il faut retenir pour parler de l'urbanisme parisien au XVIe siècle, c'est que cet urbanisme, il est encore, on l'a dit, extrêmement médiéval. Les rues sont très étroites et il y a très très peu d'espace libre en tout et pour tout, hormis la place de Grève et la place Maubert. On ne compte pas véritablement de place à proprement parler. Le cimetière des Innocents peut en devenir une, la rue Saint-Antoine peut également en devenir une, mais en devenir un, mais il n'y a pas beaucoup d'espace libre. De la même manière, les rues les rues pavées sont encore relativement rares, et même si les voyageurs disent que Paris est une ville absolument magnifique, que toutes les rues sont grandes, larges, pavées, etc., en attendant, ils ne peuvent pas s'empêcher de rajouter
que chaque sortie à pied est un véritable périple et une véritable épreuve douloureuse, que la sentence proverbiale « il n'est crotte que de Paris » est tout à fait véridique, et que l'ambiance des rues parisiennes est tout à fait nauséabonde, à tel point que les Italiens, très délicats vous le savez, recommandent à tout voyageur qui voudrait obtenir un voyage relativement acceptable de se promener avec des fleurs à son nez pour essayer d'écarter ces odeurs infâmes. De toute façon, nous dit le jeune Hollandais Van Duchel, Paris est très sale, certaines rues, bien que pavées, sont toujours couvertes de boue. L'odeur est si mauvaise que mes narines, s'en étant imprégnées pendant 3 jours, je cessais dès lors de rien sentir. Alors, un univers olfactif également extrêmement difficile. Les embarras de Paris, je les avais évoqués tout à l'heure, sont déjà légendaires, puisque les modes de transport variés s'entrechoquent dans la ville. Alors, ça c'est du coup une manière d'évoquer ce que j'essayais de toucher du doigt tout à l'heure, à savoir que ces voyageurs étrangers, lorsqu'ils parlent de Paris, ils sont un peu partagés. D'une part, ce sont des bons élèves, ils ont bien travaillé, donc ils veulent pouvoir restituer tout ce qu'ils ont lu et faire eux aussi leur grande œuvre d'érudition. En même temps, ils ne peuvent pas s'empêcher de glisser aussi un certain nombre d'expériences, soit personnelles, soit de proverbes et de clichés aussi. Là, la part des choses est difficile à faire. Et parmi les points certainement plus négatifs que peut éprouver un voyageur étranger lorsqu'il se promène dans Paris au XVIe siècle, c'est de se promener dans les rues une fois que la nuit est tombée. Alors, cette sécurité, ou plutôt cette insécurité nocturne, elle est évoquée à plusieurs reprises, et à la nuit tombante, en fonction des saisons, lorsque les portes des murailles sont fermées et sont gardées par le guet, lorsque le guet nocturne parcourt et sillonne les rues, Paris change de visage. Je vous rappelle qu'il n'existe aucun éclairage public encore au XVIe siècle. C'est une transformation du milieu du XVIIe siècle. On le verra avec la lieutenance générale de police de Paris. Mais voici comment Thomas Plater, en 1599, nous raconte son expérience nocturne. Dans toutes les rues, il y a quantité de lanternes accrochées à des cordes, et plus ou moins nombreuses, en fonction de la longueur de ces voies. Chaque soir, alors, des lanternes accrochées à ces cordes. Alors, il faudrait dire plein de choses là-dessus. Effectivement, en théorie, les Parisiens, de la même manière qu'ils sont censés nettoyer devant leurs portes, sont censés accrocher des lanternes à leurs fenêtres. Comme de bien entendu, ils ne le font pas. La récurrence des ordonnances municipales nous indique très certainement que c'est une contrainte à laquelle le Parisien, qui, vous le savez, est extrêmement rétif à ce genre d'obligation, refuse. Néanmoins, chaque soir, on installe dans chacun de ces lampions une grosse bougie. À la nuit tombée, on l'allume et on laisse brûler ce luminaire aussi longtemps que ça dure. Mais vers 2 heures après minuit, la bougie est à bout, elle s'éteint. Dès lors, le passant a tout intérêt à se précautionner. Décidément, l'on est bien davantage en sécurité quand on traverse une forêt vierge, plutôt que de se trouver aux heures tardives de la nuit dans une rue parisienne, surtout quand sont éteints les luminions des lanternes. Non. Alors, cette dangerosité des rues parisiennes au XVIe siècle s'accroît donc aux heures sombres, transforme tout d'un coup la ville qui était si magnifique aux heures du jour en repère de criminels malfaisants tapis dans l'ombre et prêts à sauter sur le voyageur et à le détrousser. Et on voit comment également dans la littérature de voyage, ce lieu commun d'insécurité parisienne et de Paris, capitale du crime, Paris moins sûr qu'une profonde forêt, dans laquelle pourtant se trouvent les bandits et les loups, encore au XVIe siècle. Ce lieu commun, c'est de là que je voudrais partir pour le temps qui me reste, puisque je suis extrêmement bavarde. Alors, partir désormais de cet imaginaire de l'insécurité et du crime, c'est partir de ces discours redondants sur à la fois un état de fait d'une insécurité très forte et spécifique à Paris, mais surtout d'une insécurité que les contemporains perçoivent comme absolument proliférante et absolument insupportable. Alors, pour les chroniqueurs bourgeois, par exemple, ces derniers expriment un sentiment croissant d'insécurité et développent un véritable discours de l'angoisse. Alors, les bourgeois de Paris, au début du XVIe siècle,
raconte ce sentiment d'insécurité qui est souvent lié évidemment à des événements traumatisants. La guerre est encore présente ponctuellement, mais de manière très très inquiétante dans la première moitié du XVIe siècle. Un des épisodes, un des grands traumatismes de la première moitié du XVIe siècle tourne autour de ce qu'on appelait la Grosse Peur en 1524. Grosse Peur née en fait d'une rumeur qui a pris des proportions complètement délirantes. Alors, le fond de l'affaire, c'est qu'on a arrêté à Troyes, que la ville de Troyes a brûlé en 1524, et qu'on a arrêté les auteurs de cet incendie criminel, les bouts de feu, en 1524. Mais la rumeur va très très vite de Troyes jusqu'à Paris, puisque l'on dit très rapidement qu'un grand réseau de criminels, là sont les monarchies du crime, qui ressurgissent de la fin du Moyen-Âge, ont pour objectif très certain et très rapide de réduire Paris en cendres et préparent un certain nombre de cocktails faits de poudre mystérieuse, au début du XVIe siècle, pour faire sauter et brûler Paris. Alors là, dans tous les chroniques des Parisiens de cette époque-ci, on voit comment cette rumeur et cette angoisse est très très forte, et comment les Parisiens se sentent comme dans une sorte de citadelle assiégée par l'extérieur, et ils éprouvent un sentiment de peur très très fort. Plus tard, si on se place à l'autre bout du siècle, pendant la Ligue ou lors de l'assassinat d'Henri IV, épisode traumatisant pour les Parisiens s'il en est, sous la plume de Pierre de l'Étoile en particulier, on voit naître le fait divers criminel, le fait divers sanglant. Donc on n'a pas attendu le XIXe siècle pour que le fait divers existe sous la plume des écrivains. Alors, que nous dit Pierre de l'Étoile de la criminalité à Paris ? Lui, ce qui l'intéresse surtout, ce sont les crimes de sang les plus horribles. Vous savez, il lit beaucoup de publications qu'on appelait à l'époque les canards. Ce sont ces feuilles volantes d'informations plus ou moins fantaisistes, plus ou moins mystérieuses, plus ou moins incroyables, qui relatent donc des crimes de sang. Il relate également donc, un nombre très très important de crimes. Je me suis amusée à faire la petite comptabilité des crimes dont parle Pierre de l'Étoile, c'est-à-dire qu'est-ce qui le touche, lui, en tant que bourgeois parisien. Donc les crimes de sang les plus horribles, on a retrouvé le corps décapité d'une jeune fille, toutes ces choses absolument affreuses, une petite fille qui a été tuée par son père, des choses absolument abominables, mais aussi toutes les atteintes à l'ordre masculin, en particulier ce qui touche très profondément Pierre de l'Étoile, ce sont les femmes qui assassinent leur mari, ce qui évidemment est toujours une inquiétude très très forte. Alors, les angoisses de Pierre de l'Étoile vont grandissantes au fur et à mesure que lui-même est un Parisien vieillissant et que ces angoisses relatives à sa propre mort approchent. Il devient d'ailleurs de plus en plus religieux. Mais voici par exemple la manière dont il débute son journal en janvier 1606, et vous allez voir qu'il a une vision assez pessimiste, que les vœux qu'il peut s'adresser à lui-même pour l'année 1606 sont relativement noirs. Alors donc janvier 1606, dans le journal de Pierre de l'Étoile. Force meurtres, assassinats, voleries, excès, paillardises et toutes sortes de vices et impiétés règnent en cette saison extraordinairement. Insolence de laquais à Paris jusqu'aux meurtres, dont il en fut pendu. Faux monnayeur pris et découvert. 2 assassins qui avaient voulu assassiner le baron d'Obter en sa maison, roués tout vif en grève. Un marchand venant de la foire, tué d'un coup de couteau qu'on lui laisse dans la gorge, trouvé dans cet état le long des tranchées du faubourg Saint-Germain. 119 autres crimes, 119 autres personnes, qu'on trouve avoir été tous tués et assassinés en un seul mois dans les rues de Paris, dont on a pu encore découvrir les meurtriers. Pauvre commencement d'année, nous menaçant de pire fin, par la constitution du temps, si piteuse qu'elle semble pleurer nos péchés, au défaut de la crainte de Dieu, qui ne se trouve plus aujourd'hui entre les hommes. Donc l'année 1606 commence bien pour Pierre de l'Étoile. Alors ces clichés de l'insécurité urbaine, on les retrouve également dans les textes législatifs, les textes réglementaires, alors avec un objectif qui là évidemment est tout à fait différent. Les textes des règlements municipaux ou les ordonnances royales contiennent des préambules qui évoquent une situation absolument dramatique et le chaos absolu qui règne dans Paris. Ce discours alarmiste est évidemment un discours classique qui a un objectif,
c'est de mieux imposer la réforme que le roi, et les réformes sur sa capitale que le roi voudrait donner. Sans entrer dans les détails, le XVIe siècle voit la tutelle monarchique s'étendre et s'appesantir de plus en plus sur les institutions parisiennes, et les institutions parisiennes perdre de plus en plus de leur autonomie. Et il s'agit donc pour la monarchie de déclarer que le système ancien est complètement perverti, complètement incompétent, pour pouvoir au contraire renforcer sa tutelle, et renforcer en particulier la tutelle du Châtelet, qui est l'institution policière parisienne par excellence, sous la houlette du prévôt de Paris, et donc sous l'autorité du roi, et une institution absolument unique et pionnière à Paris, une institution qui, contrairement à tout ce que l'on dit, garantit très certainement un encadrement policier assez exceptionnel par rapport à l'époque, bien que, effectivement, au vu de ses effectifs, on puisse se dire que ce soit relativement insuffisant. Voyez par vous-même, si on établit quelque chose comme 300 000 habitants au milieu du XVIe siècle, on compte, pour ce qui est des effectifs policiers du Châtelet, 32 commissaires, qui sont donc répartis dans les 16 quartiers, 2 par quartier, et 220 sergents à pied, ainsi qu'une soixantaine de sergents à cheval. Donc l'encadrement policier peut nous sembler, surtout en ces temps derniers, relativement lâche. En réalité, il l'est certainement plus que dans d'autres endroits du royaume. Alors, ce lieu commun d'une police archaïque, incompétente et insuffisante, il faut un peu insister là-dessus, et puis surtout, bien entendu, le démasquer, ne pas en être dupe, puisque c'est là-dessus que va s'appuyer au siècle suivant la monarchie Louis XIVienne, pour là définitivement écraser et balayer d'un revers de la main les institutions parisiennes qui gardaient encore un peu d'autonomie, pour créer en 1667 la lieutenance générale de police de Paris, qui va pouvoir instaurer un ordre évidemment nouveau, évidemment harmonieux, alors qu'avant tout n'était que chaos et désastre, désordre presque universel, lit-on dans les pages du traité de police de Delamarre ou de Des Essarts au début du XVIIIe siècle. Alors, il est très tard alors que j'en arrive à la problématique de mon travail. L'historiographie de la police et de la justice au XVIe siècle a elle aussi longtemps succombé à cette image un peu glorieuse et cette vision triomphante qui, du coup, alors de la création de la lieutenance générale de police de Paris, qui du coup a tendance à peindre au noir tout ce qu'il y avait avant, et à présenter la situation de Paris au XVIe siècle comme étant une situation absolument catastrophique. Moi, la question qui m'intéressait de poser, c'était de voir si, inversement, est-ce que l'État antérieur à cette réforme ne serait pas plutôt l'État qui correspondrait à un ordre différent, fondé sur des normes différentes de celles de 1667, et qui fonctionnerait sur des mécanismes de régulation qui ne seraient pas uniquement des mécanismes d'une sorte de système policier imposé par le haut dans les rues de Paris, mais essayer de voir comment finalement tout cela tient si l'on se place à la hauteur des acteurs. Et finalement, la question que je me suis posée, c'est plutôt que de penser la ville comme une espèce d'organisme naturellement pousse au crime, comme on a pu souvent le dire, est-ce qu'on ne pourrait pas au contraire envisager l'expérience urbaine comme une expérience apaisante et normalisatrice. Et c'est l'hypothèse de mon travail de thèse. Alors, Paris est-elle pire qu'une grande forêt ? Qu'est-ce que nous disent les sources judiciaires dont on dispose au XVIe siècle ? Qu'en est-il concrètement ? Qu'est-ce que font les organes de police et de justice au XVIe siècle ? Alors, vous le savez, mesurer la criminalité, c'est quelque chose de pas très évident. Tout au mieux peut-on mesurer la criminalité qu'on appelle apparente, parce qu'on ne peut pas rendre compte de tous les crimes qui sont commis. On ne connaît que ceux qui sont saisis par les mailles du filet judiciaire. Alors pour l'historien, le problème réside dans le fait que les archives du Châtelet, qui nous auraient été extrêmement utiles, et qui, vous savez, ont donné lieu à des travaux tout à fait intéressants pour le XVIIIe siècle, je pense notamment aux travaux d'Arlette Farge,
Ces archives du Châtelet, elles n'existent pas pour le XVIe siècle, elles sont disparues. Alors c'est bien dommage, mais il faut faire le deuil assez rapidement de ce genre de choses si on veut pouvoir continuer. Il existe néanmoins d'autres archives, et en particulier deux que je voudrais vous présenter rapidement ici. Certaines sont très connues, sont les lettres de rémission. Les autres un peu moins connues sont les archives criminelles de Saint-Germain-des-Prés dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, les lettres de rémission, ce sont des documents qui sont très bien connus des historiens aujourd'hui. Ce sont, vous le savez, ces lettres de grâce que le roi accorde à des meurtriers, mais un type très spécifique de meurtrier. C'est-à-dire le meurtrier qui a commis son crime sans aucune préméditation. Tant qu'à faire, si le crime est accidentel, il obtiendra le pardon un peu plus sûrement. Et le roi gracie en particulier aussi des jeunes hommes, selon l'adage certainement, qui présidait certainement à cette autorisation de pardon, qu'il fallait que jeunesse se passe. J'avais le récit, la lettre de rémission d'un écolier d'ici, d'un écolier de l'université qui s'appelle Jean Calvin, rien à voir avec l'autre. En octobre 1566, il est natif de Châtellerault, il est âgé de 24 ans ou environ. Il est écolier à l'étudiant de l'université de Paris. Et il raconte comment est-ce qu'il a été amené à tuer un homme un soir. Alors il raconte il est sorti évidemment avec son épée, parce que vous savez, les rues de Paris ne sont pas sûres. Donc il le dit, bien que ce soit formellement interdit, hein, dans l'espace de la ville, on n'a pas le droit de sortir armé de son épée, mais attendu l'heure, il a bien fallu qu'il prenne son épée. Il va rendre visite à deux sœurs veuves. Il passe la soirée à s'entretenir manifestement très aimablement avec elles. Et au moment de partir, un des locataires de la maison arrive. Alors il s'entresalue très fraternellement, nous dit-il, comme amis. Ils discutent un petit peu, sauf que le nouveau venu, enfin l'habitant de la maison, dit en manière de plaisanterie à notre écolier qu'il a été à la chasse. Bon. Alors l'écolier fait mine de ne pas comprendre de quoi il s'agit. Je ne comprends pas tellement. Manifestement, ça a un quelconque rapport avec les deux veuves qu'il est allé entretenir, avec lesquelles il est allé parler pendant quelques heures. Donc l'écolier répond qu'il ne savait point qu'il voulait dire par ce mot de chasse. Et le dit Pinault, puisqu'il s'appelle Pinault, l'autre, lui dit « ne fais pas le niais ». Et là commence l'engrenage extrêmement traditionnel dans les lettres de rémission, l'engrenage de la violence, injures, démentis, protestation d'honneur. Pinault est évidemment présenté comme l'agresseur, celui qui s'énerve, tandis que l'écolier, plein de tempérance et de calme, évidemment il est écolier, décide qu'il est désormais temps pour lui de partir et d'éviter le conflit. Il repart chez lui, accompagné par son laquais qui tient une lanterne devant lui, et tout d'un coup, au beau milieu de la rue, il est surpris par Pinault, qui est revenu se venger, évidemment le traître, qui l'attaque de son épée dans le dos. Si c'est pas un traître, je ne sais pas ce que c'est. Et donc évidemment l'écolier est obligé de se défendre, malencontreusement, et là, il tue son adversaire. Bon. Il prend la fuite et écrit au roi pour lui raconter ses malheurs, puisque finalement le meurtrier est le plus malheureux des deux, est quasiment la victime des deux, et il obtient effectivement la grâce royale. Donc voilà, les lettres de rémission, c'est un indice très particulier du niveau de l'homicide, puisque ça ne correspond qu'aux homicides qui ont été pardonnés. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le comparer avec d'autres chiffres qu'on a pour le reste du royaume, en particulier les résultats qui ont été trouvés par les historiens dans le nord de la France, en Artois et en Picardie. Et de 1523 à 1568, date pour laquelle existent des registres de lettres de rémission, j'ai compté 217 crimes de sang. Pour une population de 200 000 à 350 000 habitants. Donc si on compare avec d'autres résultats pour d'autres régions bien moins peuplées, finalement ce niveau de l'homicide pardonné, on s'entend, c'est juste une petite partie de l'homicide, en termes de niveau, c'est très en deçà de ce à quoi on pourrait s'attendre. Et ça, c'est une première constatation qui est relativement surprenante.
L'autre constatation, c'est que lorsqu'on regarde les formes de l'homicide pardonné, on observe un certain nombre de caractéristiques particulières et spécifiques à Paris. Ce sont des homicides qui sont commis à l'épée dans quasiment 3/4 des cas, bien plus que dans les campagnes. C'est vraiment la civilisation de l'épée qui domine à Paris. Les coups mortels sont portés prioritairement à ce que l'on appelle à l'époque le corps, donc la partie supérieure de l'individu, et non pas à la tête, comme on le fait pour humilier avant tout dans les campagnes. Donc il y a une détermination à tuer qui est beaucoup plus forte, et puis une beaucoup plus grande brutalité qu'on observe dans les délais qui séparent le moment de la blessure de le moment du décès de la victime. Et à Paris, la majorité des victimes décèdent dans la journée, ce qui est un délai beaucoup plus court que ce qu'on observe dans les campagnes. Si l'on observe également la sociologie de ces criminels qui sont pardonnés par le roi, ce sont évidemment essentiellement des hommes. Sur les 235 coupables, il n'y a que 4 femmes. Les femmes ne sont pas des meurtrières de sang. En revanche, le crime féminin par excellence, les crimes féminins, c'est la sorcellerie, c'est l'infanticide. Et par définition, ils ne sont plus du tout rémissibles au XVIe siècle, puisqu'ils sont au contraire les crimes les plus graves. Donc des hommes, surtout des jeunes hommes, la plupart ont entre 15 et 30 ans. Donc là, on rejoint des phénomènes classiques d'explosion de violence juvénile à Paris comme ailleurs, et sont surtout des gens de métier et principalement des compagnons. Caractéristique qui est intéressante de rappeler, puisqu'elle souligne bien que cette population des meurtriers pardonnés, c'est celle qui est très gravement touchée par la dégradation des conditions économiques au XVIe siècle, par les crises économiques, par le rétrécissement du marché du travail au XVIe siècle, le fait qu'il est de plus en plus difficile de s'établir comme maître de métier, qu'il est aussi de plus en plus difficile de s'établir comme mari. L'âge en mariage commence à reculer et est plus tardif en ville que dans les campagnes. Donc le profil du criminel pardonné, c'est aussi celui de ce Parisien souvent provincial, la plupart du temps, qui a un peu de mal aussi à trouver sa place dans la société parisienne. Et qui, très certainement, exprime la violence et la difficulté de ses conditions de vie, par ces explosions de violence que l'on voit dans les lettres de rémission, qui sont essentiellement des duels, puisque c'est ce que l'on constate, même si le mot est rarement prononcé, un certain nombre d'indications en termes de lieux, notamment, et de temps, sont des crimes nocturnes à Paris, alors que dans les campagnes, on se bat plutôt à la fin de la journée, quand il y a encore un peu de lumière, entre chien et loup. À Paris, on attend la nuit. Et manifestement, les jeunes roturiers imitent la noblesse parisienne et se provoquent en duel et se tuent en duel sur le pavé parisien. Alors, il ne faudrait pas non plus s'imaginer que Paris résonne en permanence du bruit des épées que l'on claque, que frottent les jeunes hommes, puisque à l'inverse, si l'on observe donc l'autre type de sources sur lesquelles j'ai travaillé, les archives de Saint-Germain-des-Prés, on a là une vision complètement différente des choses. Alors, la nature des sources, évidemment, explique pourquoi est-ce qu'on obtient des résultats tout à fait différents. Ces sources, elles sont donc issues d'une justice seigneuriale subalterne. C'est un fonds tout à fait extraordinaire, c'est le seul fonds seigneurial qui subsiste au XVIe siècle. La raison, on est assez simple, une des raisons est la suivante, c'est que les différentes seigneuries qui existent encore au XVIe siècle, elles vont perdurer jusqu'au milieu du XVIIe siècle, les principaux seigneurs, qui sont surtout des seigneurs ecclésiastiques, ont perdu progressivement tout leur pouvoir, et souvent au profit du Châtelet, qui a tendance à grignoter les prérogatives des seigneurs ecclésiastiques notamment, tandis que fièrement, le seigneur abbé de Saint-Germain-des-Prés conserve ses prérogatives et exerce toujours son droit de haute et de basse justice. Il a toujours sa prison, il a toujours son pilori, il a toujours ses fourches patibulaires qui inscrivent bien dans l'espace son pouvoir judiciaire. Mais néanmoins, au tribunal de l'abbé, des homicides, on en voit assez peu passer. Pour la période de 1511 à 1610 que j'ai étudiée, j'ai relevé seulement 11 cas d'homicide. C'est relativement peu sur plus de 700 affaires. Et en revanche, ce que l'on voit et ce que traite ce tribunal, donc au ras de l'édifice judiciaire, vraiment au tribunal de première instance,
que viennent consulter les justiciables, les habitants, pour régler leurs problèmes avec leurs voisins, avec leur femme qui est partie avec leurs voisins, justement, etc. Bon. Dans ce tribunal, on traite surtout d'affaires de violence, certes, mais de violence d'une très faible gravité. Et essentiellement, dans les 3/4 des cas, de brutalité qu'on appelle sans effusion de sang. C'est quoi la brutalité sans effusion de sang? C'est des injures et des coups, donc sans effusion de sang. Et donc c'est vraiment le règne de l'injure et du coup de poing ou de la claque que l'on voit apparaître dans ces archives de Saint-Germain-des-Prés. De la même manière, dans les geôles de Saint-Germain-des-Prés, puisqu'on a conservé un certain nombre des écrous, vous savez, ces registres sur lesquels on inscrit les criminels qui rentrent, enfin les prisonniers qui rentrent et qui sortent, le premier motif d'incarcération, c'est le vol. Et viennent ensuite des atteintes aux mœurs et à la religion. Mais pour en revenir aux formes de la violence, là, le modèle est complètement différent. A priori proche du modèle rural, puisque c'est la tête qu'on frappe en premier. Hein. Vous savez, viser le chapeau pour viser le centre de l'honneur de son adversaire. Donc, proche du modèle rural avec la tête qui est visée en premier lieu. Mais contrairement aux gens des campagnes, à Saint-Germain-des-Prés, on se bat à main nue. Et du coup, ça explique le très faible niveau de gravité de ces violences, puisqu'on tire très rarement ces armes. Seulement 18% des violences sont commises avec une épée, c'est fort peu, et même le couteau que tous les habitants du faubourg assurément portent encore à leur ceinture n'est pas tiré lorsqu'on commence à s'invectiver avec son voisin ou avec un passant. Donc ce que montre Saint-Germain-des-Prés, je n'ai pas le temps de développer, il est déjà l'heure, c'est que certainement aux portes de Paris, ce que nous montrent ces sources qui sont certainement les plus proches de la criminalité réelle, hein, par leur faible niveau de gravité, on se trouve dans cet îlot, dans cet espace de Saint-Germain-des-Prés, dans une société qui finalement est, contrairement à ce qu'on pourrait penser, sur la voie du désarmement, hein, et contrairement à ce qu'on a dit de l'épée, enfin c'est pas contradictoire, mais deux chemins, deux modèles parallèles. Donc une société sur la voie du désarmement, où les injures et les gifles conduisent moins souvent qu'à la campagne à l'affrontement meurtrier. Alors, ces deux modèles, celui qui est dessiné, celui du duel qui est dessiné par la lettre de rémission, et celui d'une société finalement qui contrôle ses pulsions à Saint-Germain-des-Prés, qui ne tire pas son couteau pour assassiner son voisin alors qu'il a insulté votre femme, montrent que ces deux modèles ne sont pas contradictoires et que finalement la capitale n'est pas cet affreux coupe-gorge que nous disent les chroniqueurs angoissés, que nous disent les autorités qui aimeraient bien resserrer un petit peu la vis et réformer tout ça. Et que finalement, même si les tensions sont certainement, et ça c'est certainement vrai, beaucoup plus fortes à Paris qu'ailleurs, en particulier pour la jeunesse qui vient vivre et travailler à Paris, donc bien que ces tensions soient certainement plus fortes qu'ailleurs, le sang ne coule pas plus sur le pavé parisien que ce qu'on pourrait s'attendre à voir. Et alors, c'est le troisième temps que je ne vous évoquerai pas. La question évidemment qu'il s'agit de se poser, c'est comment ceci fonctionne, puisque ce n'est pas à la police qu'on doit le fait que les Parisiens ne s'entretuent pas plus que cela. Alors ce n'est pas seulement qu'à la police. Moi, ce qui m'a intéressé de voir et d'essayer de toucher du doigt, c'est comment finalement existe à Paris un système assez ancien, qui est hérité très certainement du système des bonnes villes médiévales, un système où la communauté est très très présente et assure un contrôle social des uns sur les autres, qui est suffisamment puissant pour faire en sorte que on arrive à tempérer cette violence éruptive et à contrôler un certain nombre de comportements déviants, que ce soit des comportements déviants par la violence, mais aussi des comportements déviants sur le plan des mœurs et de la sexualité, puisque là aussi ce sont des choses qu'on voit très bien dans les sources. Et donc juste pour vous les énumérer, au ras de la rue, il me semble que ce système de contrôle social, il repose sur 3 éléments. Le premier, c'est une police qui effectivement est insuffisante dans ses effectifs, mais qui joue un très grand rôle de conciliation en réalité entre les habitants. Et c'est une police en immersion dans la population, qui se retrouve souvent
alors je dis souvent, j'exagère parce que les sources, elles sont rares à dire ça, mais lorsqu'on les trouve, on se dit que le modèle pourrait bien fonctionner. Les sergents qu'on retrouve à la taverne pour sceller un accord privé entre les parties. Et là, les sergents ont aussi ce rôle-là, ils n'ont pas qu'un rôle de coercition et d'imposition d'un ordre qui serait extérieur aux individus et aux acteurs eux-mêmes. Donc une police immergée dans la rue qui joue certainement ce rôle de contrôleur de l'ordre et de rabibocheur des habitants qui pourraient s'opposer. Le deuxième pied sur lequel ce système repose, à mon sens, c'est la justice elle-même, puisque une justice de première instance comme celle de Saint-Germain-des-Prés, lorsqu'on l'étudie, on voit qu'elle fonctionne, elle est très largement instrumentalisée par les justiciables. Ce n'est pas le bailli de Saint-Germain-des-Prés qui vient arrêter les gens dans la rue, on a dit que ce n'était pas ce que faisaient réellement les sergents, et puis ensuite imposer un certain nombre de peines comme ça qui sembleraient arbitraires et tout à fait redoutables. Au contraire, le juge, il est là pour ramener l'épouse infidèle chez son mari, pour ramener l'apprenti fugueur chez son maître, et puis pour demander au voisin qui a donné une gifle à son voisin pour une sombre histoire de volaille égarée, de payer une petite amende, pour quand même savoir ce que ça coûte que donner une gifle. Mais finalement aussi, c'est un processus de réconciliation qui se fait dans le tribunal. Et aussi un processus de réconciliation qui se fait hors du tribunal, par des accords infrajudiciaires, ce qu'on appelle l'infrajudiciaire, donc soit informel entre les parties à la taverne, soit chez les notaires. Et là, les archives notariales contiennent aussi énormément de documents qui nous montrent que les parties s'accordent entre elles devant le notaire, et même pour des affaires assez graves. Et donc on monnaie de l'argent pour faire la paix devant le notaire. Mais pour conduire son adversaire à faire la paix, il faut déjà l'intimider, il faut déjà déposer une plainte chez le juge. Et donc la justice, elle aurait aussi ce rôle-ci de hâter des arrangements entre les parties qui soient plus ou moins formels. Et puis évidemment, le dernier pied, le troisième pied de ce système de contrôle social, c'est la communauté. Et là, les archives sont extrêmement riches sur la manière dont les voisins exercent un contrôle extrêmement vigilant et extrêmement inquiet les uns sur les autres. Et ce qu'on a vu certainement trop souvent de manière caricaturale comme une espèce de micro-société commère où tout le monde s'observe. Alors, tout le monde s'observe, ça c'est sûr. Les parois des maisons, les portes qui ferment mal ne permettent pas l'intimité au sens où nous on la conçoit. Mais certainement qu'il faut y voir un ressort extrêmement efficace, extrêmement puissant de la communauté qui permet du coup de signaler, alors par la rumeur, puis par la discussion, tous ceux qui pourraient s'écarter du droit chemin. C'est une société dans laquelle on n'est jamais seul, et cette présence des autres et ce poids de la communauté est certainement moins vécu comme une contrainte que comme un facteur de cohésion sociale extrêmement forte. Et cet ordre communautaire connaît certainement ses premières fissures au début du XVIIe siècle. Très certainement que l'extraordinaire croissance urbaine et croissance démographique qui reprend au lendemain des guerres civiles au début du XVIIe siècle va faire voler en éclats, enfin c'est un des facteurs qui fera voler en éclats une partie de ce système traditionnel, communautaire, qui permettait d'assurer finalement, bon an, mal an, une cohésion sociale et une relative paix dans les rues de Paris. Voilà, je vous remercie, je m'excuse. Oui. Oui, alors, oui, je suis désolée. En plus, alors, c'était une de mes grandes déceptions parce que moi, j'espérais pouvoir trouver l'équivalent de Saint-Germain-des-Prés. Saint-Germain-des-Prés, puisque c'est le fond le plus important. Mais effectivement, comme Saint-Éloi, comme le Temple, à Sainte-Geneviève, la justice est encore une des plus efficaces, effectivement, au XVIe siècle. Les archives sont aujourd'hui à l'état de lambeaux. Il reste très très peu de choses. J'ai consulté, mais alors là c'est ma grande faute parce qu'il aurait fallu que je ressorte mes documents. Si mes souvenirs sont bons, j'ai réussi à transcrire 3 ou 4 documents
criminels, voilà. Donc la justice de Sainte-Geneviève était encore active. Je vois d'ailleurs aussi beaucoup de sergents de Sainte-Geneviève, parce que les sergents ont des parcours professionnels, il y a une sorte de hiérarchie dans la sergenterie. Le top du top, c'est d'arriver au Châtelet, évidemment, où les émoluments sont plus importants et le travail un peu moins contrôlé qu'ailleurs, moins contraignant certainement aussi. Et ils passent par Sainte-Geneviève. Donc la justice est encore active, mais là, l'état des archives nous interdit de savoir comment, à quel point elle était active. S'il vous plaît, vous avez dit 250 000 habitants dans ce périmètre-là? Oui, intramuros, oui. Ça représente quoi? Trois arrondissements actuels, non? Vous le voyez, un peu plus quand même. Peut-être. Un peu plus, ouais. Parce que là, le 5e, on en voit qu'un petit bout. Enfin. Mais le plan de Turgot, il est de quelle date? 1739. Quant à ces crimes, beaucoup c'était la légitime défense, finalement, les gars. Ah, mais c'est toujours de la légitime défense de tuer quelqu'un quand on vient se défendre devant un tribunal. Non, mais il y a des cas, c'est pas de la légitime défense. Oui, mais là, l'historien est absolument incapable de savoir si la légitime défense prétendue est réelle ou si c'est un artifice de plaignant. C'est le jeu de la lettre de rémission, c'est d'expliquer que c'est votre adversaire qui, malencontreusement, s'est empalé sur votre épée, quoi. On écartelait les gens à la suite de ça. Oh non, on n'écartèle pas tout le monde. On écartèle les régicides. Voilà. Là aussi, tout l'intérêt d'archives du petit niveau judiciaire comme celle de Saint-Germain-des-Prés, c'est aussi de casser un peu cette image de l'éclat des supplices, d'une justice pénale redoutable et redoutée au XVIe siècle. Souvenez-vous de Surveiller et punir de Foucault, etc. Alors, il y a des grands débats historiographiques là-dessus. Mais ce que montrent ces archives-là, c'est que la justice au XVIe siècle n'est pas qu'une justice d'effroi et elle n'écartèle pas tout le monde. On écartèle Damien, mais on n'écartèle pas le vulgaire assassin de l'amant de sa femme. Oui. Je serais bien incapable de vous faire, il y a certainement des gens plus compétents que moi sur l'histoire de la conciergerie. Ce que je pourrais vous dire en revanche, alors j'ai travaillé aussi sur les archives. Alors, il y a un autre monceau de sources, mais là pour le coup c'est quelque chose que le chercheur redoute, enfin adore et redoute à la fois, sont les archives du Parlement de Paris, qui évidemment constituent un fonds tout à fait considérable. Alors considérable avec des grosses interruptions évidemment pendant les années de guerre et pendant les années de la Ligue, lorsque le Parlement quitte Paris, mais un fonds absolument énorme. Et le problème c'est que pour le XVIe siècle, c'est un fonds très difficile à pénétrer parce qu'on a peu d'outils. La paléographie, là pour le coup au Parlement, est quelque chose de véritablement apocalyptique, vraiment très très difficile. Donc c'est assez difficile de se repérer là-dedans. Alors néanmoins, j'ai travaillé sur les instructions criminelles de la Chambre de la Tournelle au Parlement de Paris et sur un certain nombre de documents qui présentent des affaires criminelles qui ont lieu dans la conciergerie. Et là, c'est assez amusant parce que c'est assez amusant. On apprend ce que les criminels commettent comme crime lorsqu'ils sont dans la prison. Alors on se rend compte qu'effectivement la conciergerie était un lieu de vie tout à fait particulier et que c'était une prison et surtout qu'on s'en échappe, on essaie de s'en échapper assez facilement. J'en sais rien, est-ce que quelqu'un sait? Au moins une partie. Ouais. Les vestiges de l'époque, c'était nous en quelques-uns que l'on pourrait découvrir. Des vestiges de quoi? De ce Paris de l'époque. Ah, de ce Paris de l'époque? Ah bah alors le palais restitue encore très largement l'architecture de l'époque. Là, vous le voyez sur le plan, une des grandes rénovations architecturales du XVIe siècle, c'est aussi tout ce qui se passe sur la place de Grève, et c'est la construction de l'hôtel de ville. Alors évidemment, pas celui qui a été reconstruit après l'incendie de la Commune, mais alors, on ne voit pas le détail ici, mais la vieille maison aux piliers, qui était la maison originelle où se regroupaient donc les édiles parisiens, donc à l'origine les marchands
de la Seine. Cette vieille maison aux piliers est peu à peu remplacée par les premiers morceaux de ce qui va devenir notre hôtel de ville. Je crois sur la représentation de la procession armée des ligueurs, on les voit sortir d'une des premières arches qui a été construite, d'une de ces premières arches nouvelles d'Androuet du Cerceau, etc. Et Saint-Louis n'est pas construite à l'époque. De l'hôtel. Bah non, vous le voyez. Alors effectivement, oui, on y mène les vaches. De la même manière que la pointe de l'île et la pointe du Vergalan. Alors ici, vous le voyez, il y a évidemment un effet, iconographique qui accentue la séparation entre les îles. Nous n'avons plus de questions à poser à Madame Roussel. Nous allons la remercier.